On va résumer le deuxième chapitre du livre La ferme des animaux de George Orwell. Dès le début du chapitre, on nous dit que le vieux major est mort et il est enterré au fond du verger. On est au début du mois de mars et pendant les 3 mois qui vont arriver, les animaux vont se mettre tous à changer. En fait, il dit qu'il y a une atmosphère de conspiration. Les animaux se préparent pour la révolution. Les animaux considèrent que la révolution va peut-être arriver ou peut-être pas, mais en tout cas que eux, leur tâche, c'est de préparer le terrain pour cette révolution. Et qui est-ce qui va beaucoup être moteur de tout ça? C'est les cochons. Entre autres, Boule de Neige et Napoléon, qui sont élevés pour être vendus. Un autre petit cochon qui s'appelle Baratin, qui est élevé pour être engraissé comme les autres, engraissé pour être tué, pour être mangé. Et on nous dit un petit peu les traits de caractère de chacun. Napoléon, c'est un cochon qui a beaucoup d'idées, mais qui n'est pas très fort pour les discours. Il dit que ce n'est pas un grand tribun. Boule de Neige, il est plus volubile, ça veut dire qu'il est plus bavard. Et Baratin, c'est celui qui a la plus grande force de conviction, qui pourrait faire croire à quelqu'un que le noir est blanc. Et on voit l'émergence d'une idéologie. Ils décident que leur courant de pensée va s'appeler l'animalisme. Donc au début, il y a des réticences et on va voir un petit peu quels sont les arguments de ceux qui sont réticents à cette révolution. Par exemple, il dit qu'il y a beaucoup d'animaux qui appelaient Mr. John leur maître, avec des arguments, par exemple, que c'est lui qui les nourrit et que s'il n'était plus là, les animaux mourraient de faim. Ça, c'est certainement des arguments qui ont été utilisés pour s'opposer à la révolution. On peut imaginer qu'il y a certainement, peut-être dans la Russie, avant la révolution, des gens qui pensaient que sans les tsars, le pays ne tournerait plus. Il y en a d'autres qui disent, par exemple, qu'est-ce que ça peut nous faire ce qui se passera quand on sera mort? Ça aussi, certainement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la politique, encore moins à ce qui va se passer dans le monde après leur mort. Il y en a d'autres qui sont plus fatalistes, qui disent, si la rébellion, elle doit avoir lieu de toute façon, et ben alors à quoi ça sert qu'on la prépare ou qu'on ne la prépare pas, qui n'ont pas forcément l'esprit pour lutter? Et il y a un personnage qui est le personnage de Molly. Molly, c'est la jument d'apparat, celle qui est belle et qui l'utilise pour la promener. Et elle a quelque chose d'un petit peu futile. Par exemple, elle demande « Est-ce que j'aurai du sucre ?» Parce qu'elle aime bien recevoir un petit sucre. Et alors, on lui donne comme argument « Non, tu n'auras pas un petit sucre, mais tu auras autant d'avoine que tu en as besoin. » Sinon, elle demande aussi, par exemple « Est-ce que j'aurai toujours des rubans pour mettre dans ma crinière ?» Et là, c'est un point qui est un petit peu surprenant. Ils sont très intransigeants là-dessus. Ils disent non, il n'est pas question de mettre des rubans. Ces rubans sont un symbole de l'esclavage. Et ta liberté, elle vaut plus que quelques rubans. Et Molly, elle acquiesce, mais elle n'est pas du tout convaincue. Elle symbolise peut-être une faction de la population qui avait accès à certains privilèges. Et les révolutionnaires leur disent que finalement, ces privilèges que leur donnent ceux qui sont au pouvoir, c'est une illusion, c'est quelque chose pour les berner. Mais ces personnes qui ont des privilèges sont quand même habituées à ce confort et ça les peine d'y renoncer. Il y a un autre personnage, c'est le personnage de Moïse. Alors j'en suis pas certaine, mais je me demande si lui, il ne représente pas un petit peu les religieux, Moïse. Bon, déjà par son nom, ce serait possible. Et en plus, ils le définissent comme un bonimenteur, parce qu'il leur parle d'une montagne qui serait faite de sucre candi. Et ça, c'est le paradis. Évidemment, c'est un paradis pour les animaux parce qu'ils ne se permettraient pas de critiquer en face. Et il dit que ce paradis, ce serait un endroit un petit peu mystérieux, où c'est tous les jours dimanche, où il y a du trèfle toute l'année. Et c'est l'argument qui est le plus ancré chez les animaux, et c'est l'argument dont les cochons ont le plus de mal à défaire les autres animaux, parce qu'il y en a qui y croient très fort. Et leurs 2 plus fidèles adeptes, ce sont les chevaux de trait, ce sont ceux qui travaillent dur. Eux, ils sont simples, ils sont pas très instruits, ils sont pas très intelligents, mais ils ne sont pas stupides non plus. Ce sont ceux qui écoutent le plus les discours avec le plus d'attention et ensuite qui le répètent aux autres animaux en le simplifiant. Et finalement, une fois qu'ils ont eu préparé un petit peu tout le monde à l'émergence de cette révolution, elle est arrivée très vite, plus vite que prévu. Mr. John, il était déjà pas en forme, il buvait beaucoup. D'ailleurs, de temps en temps, il jetait quelques miettes de pain avec de la bière au corbeau Moïse. Et puis, un jour, il est parti le samedi soir pour boire et il était tellement saoul qu'il n'est pas rentré avant le dimanche matin. Du coup, les employés étaient de plus en plus des fainéants et des vauriens. Eux, ils ont
d'abord mal entretenu la ferme, et en plus le dimanche matin, ils ont fait l'essentiel, et puis ils sont partis en oubliant de nourrir les animaux. Donc les animaux crevaient de faim, ils n'avaient pas été nourris depuis 24 heures et ils ont défoncé la resserre. La resserre, c'est en fait la remise dans laquelle est rangée la nourriture. Mr. John, en entendant le bruit, est arrivé avec 4 employés et ils se sont mis à battre les animaux. Et là, cette fois, ça a été trop, parce que les animaux, ils crevaient de faim, ils sont allés se servir pour se nourrir, parce que sinon ils allaient mourir de faim, et comme réponse, ils ont reçu des coups de fouet. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est le climat propice à une révolution. C'est-à-dire que d'abord, les choses vont mal, la politique et la gestion sont mal gérées. Là, on voit par exemple que le chef, qui est Mr. John, est un alcoolique. De plus, c'est la misère, les gens ont faim. Et quand ils commencent à ne plus en pouvoir et à se révolter, le pouvoir emploie la force. Ce qui fait que du coup, ce qui était juste une petite révolte devient une véritable révolution. Et les animaux se mettent à frapper les humains. Les humains sont scotchés parce qu'ils ont l'habitude, eux, de frapper les animaux, mais ils n'ont jamais vu les animaux tous ensemble les frapper, eux. Et du coup, ils sont tellement surpris qu'ils s'enfuient. Et les animaux donc se retrouvent tout seuls, ils poussent les humains jusque dehors, ils ferment la porte et la ferme leur appartient. Au passage, on a Madame Jones qui, elle, prend discrètement ses affaires et s'en va. Ça, c'est aussi la réaction qu'ont le pouvoir en place quand la révolution se profile. Il y a ceux qui sont chassés et il y a tous ceux aussi qui possédaient le pouvoir et qui se rendent compte que le pays où ils vivent ne leur est plus bénéfique, on va dire, et qui font rapidement leurs valises pour partir ailleurs, qui abandonnent leur pays. Donc les animaux sont tout contents, ils n'en reviennent pas, et ils commencent à détruire tout ce qui était les symboles du pouvoir précédent. En fait, au tout début, ce ne sont pas les symboles, ce sont plutôt les instruments du pouvoir qui sont détruits. Ils détruisent les fouets qui étaient utilisés pour frapper les animaux, les chaînes pour attasser les chiens, les mors et les nasières, donc ce qui est mis dans la bouche des chevaux ou alors sur le nez des cochons, les couteaux qui sont utilisés pour castrer les animaux. Donc toutes ces choses-là qui étaient des instruments de torture sont les premières choses qui sont détruites. Ensuite, ils s'en prennent plus à des symboles. Et le symbole vraiment dans cette histoire, c'est les vêtements. Eux, ils considèrent que les vêtements, c'est un truc d'humain et que les animaux n'ont pas besoin de vêtements. Et le cheval, qui est un brave disciple, il va même jusqu'à jeter son chapeau de paille, alors que pourtant son chapeau de paille, il avait été construit, fabriqué en tout cas, pour le protéger du soleil. Et on voit qu'ils vont dans la destruction des symboles, même au-delà de ce qui est logique et pratique. Et on voit tout de suite Napoléon qui prend le pouvoir. Déjà, il fait venir tous les animaux dans la resserre, donc la remise où il y a la nourriture, et il distribue une double ration de nourriture à tout le monde. Et tout le monde va se coucher après avoir chanté 7 fois d'affilée leur nouvel hymne, Bête d'Angleterre. Le lendemain matin, ils se réveillent à l'aube et ils n'en reviennent pas de ce qui s'est passé la veille. Ils courent partout, ils s'ébattent dans la rosée, ils gambadent, ils sont heureux à n'en plus finir. Ils courent dans tous les coins de la ferme, que ce soit le verger, l'étang, le petit bois, etc. Mais au moment d'entrer dans la maison, ça leur fait quand même quelque chose. Donc la maison, c'est le siège du pouvoir. Et ils rentrent à l'intérieur à la queue leu-leu en faisant très attention de ne rien abîmer. Et là, ils n'en reviennent pas de voir autant de richesses, de voir des matelas moelleux pour y dormir, des décorations et de voir tout ce confort à l'intérieur de la maison. On voit qu'ils sont impressionnés quand même par le siège du pouvoir, et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, d'avoir accès à ça. Et il y a un passage d'ailleurs où Molly, la jument qui est coquette, on la retrouve dans la chambre et elle est en train d'essayer de mettre un ruban qui appartenait à Madame Jones. Et la réaction, c'est que les autres la grondent sévèrement. Et en fait, ils décident que cette ferme, elle va rester un musée, qu'ils ne vont pas la toucher et que ce sera un endroit qui symbolisera le pouvoir passé. Ils font que 2 choses, c'est qu'ils récupèrent les jambons et ils les enterrent, et Champion, lui, il éventre la barrique de bière qui était dans le cellier. Donc le cheval, il met en sorte une espèce de forme de prohibition. Et donc les animaux vont prendre leur petit déjeuner, et puis Napoléon et Boule de Neige, qui ont clairement pris le pouvoir, demandent aux animaux de venir. Et ils font une révélation, c'est que eux, en fait, ils se sont préparés à cette révolution et ils ont appris à lire. Donc ils enlèvent l'inscription qui était ferme du manoir, ils la remplacent par ferme des animaux,
Et ils montent sur une échelle, ils écrivent les 7 commandements des animaux, à la peinture et en grand. Et en gros, ils disent que tous les humains sont des ennemis, tous les animaux sont des amis. Ils collent au milieu l'interdiction de porter un vêtement ou de dormir dans un lit. Là, on voit quand même l'émergence du nous contre eux. Ils utilisent des symboles pour diviser. L'interdiction de boire de l'alcool. Et ils terminent par « tous les animaux sont égaux ». Et finalement, donc, c'est les 2 cochons qui ont pris le pouvoir, Boule de Neige et Napoléon, qui demandent à tout le monde d'aller travailler. Mais il y a un dernier événement dans ce chapitre qui va nous laisser comprendre que finalement, cette révolution n'aura pas que du bon et ne sera pas forcément juste. Il y a les vaches qui se mettent à meugler, parce qu'en fait, elles n'ont pas été traites depuis 24 heures, et du coup, elles ont besoin d'être traites parce qu'elles ont les pieds pleins de lait, et pour elles, c'est douloureux. Donc les cochons, c'est un peu difficile, mais ils réussissent quand même avec leurs pattes à traire les vaches, et ils en tirent 6 seaux de lait. Et autour d'eux, tous les animaux ont envie de boire ce lait, parce que ça leur donne faim, et c'est quelque chose qui est bon. Les poules, elles essayent de dire « Ah bah nous, des fois, on nous donne du pain qui a été trempé dans le lait ». Et les cochons, ils balayent ça du revers de la main comme ça, ils disent « Non, non, c'est bon, allez vous occuper des champs et on s'occupera du lait plus tard ». Et tous les animaux s'en vont au champ. Et c'est la dernière phrase de ce chapitre. Je vais la lire, c'est « À leur retour le soir venu, on s'avisa que le lait avait disparu ». Donc, on ne nous dit pas clairement que c'est les cochons qui l'ont bu, mais on le comprend quand même dans le texte. Et on commence à voir une certaine critique de ces révolutionnaires qui n'oublient pas de se servir en premier. Et évidemment, c'est une des grandes critiques qui a été faite à la Russie communiste, c'est d'avoir créé une classe qui prenait pour elle, finalement, toutes les richesses du pays et qui s'octroyait des avantages tout en faisant croire que tous les citoyens étaient égaux. C'est un chapitre qui est très intéressant. Il montre que l'idéologie n'est pas forcément mauvaise, les injustices, c'est vrai qu'elles existent, et après, quelle est la façon adéquate de répondre à ça, c'est difficile. En tout cas, là, on voit déjà qu'il y a quelques petits problèmes qui émergent, et c'est la fin du résumé de ce chapitre 2.